découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Madame Danielle Tony, président de l'URD. De rien. Mesdames et messieurs les invités, je tiens à vous saluer, à saluer chacun d'entre vous en vos rangs, grades et qualités. Permettez-moi de saluer tout particulièrement la présence de mon frère et ami, Monsieur Georges Armand Ouélien, président d'EDS, qui a eu des mots très forts et qui a rappelé des souvenirs que nous partageons en commun. Merci à vous. Je voudrais saluer aussi le secrétaire exécutif, vice-président du PDCI, chargé des relations avec les partis politiques. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés. Je veux saluer également le représentant du secrétaire général du FPI qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être à nos côtés en ce jour important pour nous. Je voudrais saluer en votre nom à tous les congressistes la présence du président Essi Amara, à qui je dis merci, merci infiniment, parce que je sais que vous ne sortez pas très souvent et vous nous faites un immense honneur en participant à notre congrès ordinaire. Vous êtes un modèle pour les jeunes générations et vous êtes un exemple pour nous qui vous avons vu à l'œuvre. Je voudrais dire merci à tous les partis frères qui sont venus nous soutenir. Je ne vais peut-être pas le faire dans l'ordre protocolaire, mais je voudrais saluer mon vieil ami, le vieux compagnon de lutte, Aïzi, président du PIT. Je veux saluer le secrétaire général du RACI. Il était important que vous veniez parler à nos congressistes pour mieux nous faire comprendre votre lutte. Je voudrais saluer le docteur Saraka, secrétaire général du COGEP. La présence également, que je salue, du pasteur Koné Mebra, qui est président du R2P. Et puis, bien sûr, il y a le vice-président, comme l'a dit le secrétaire général, le président de Côte d'Ivoire de l'UNG, mais vice-président, M. Armand Bouy. Et je salue également la présence du MFA, qui est venu nombreux représenter Monsieur le Président Anaki, qui a été retenu, je crois, un peu de force en Europe. Permettez-moi également, au nom de tous les congressistes, de pouvoir saluer la présence de la société civile et je les remercie pour leurs interventions, le docteur Kwame de l'organisation Civis ainsi que Monsieur le Président Ibrahim Yao de la PECSI. Maintenant, je voudrais saluer mes invités personnels et leur dire infiniment merci de me faire cette amitié d'être là, à mes côtés. Le président Harding, qui nous remet
dont la présence nous remet en mémoire celle du président Dallier. Et je voudrais dire merci à mon amie, ma sœur, Madame Yvette Bell, née Hollanda, à Monsieur Nda Emmanuel, opérateur économique, et à Madame Jeanne Monenka. Merci à vous trois, merci à vous tous. Vous me permettrez, il arrive souvent que dans ces énumérations, on oublie des personnes importantes, et je voudrais vraiment m'excuser auprès de Monsieur Tibet, qui aujourd'hui en plus porte plusieurs casquettes. Donc vraiment, je vous salue, puisque vous représentez le président Ouattara Nyonzié, mais vous êtes également le représentant du président par intérim de la CDRP. Pardonnez-nous et merci beaucoup des mots que vous avez eus dans votre intervention. Je voudrais, dans cette énumération, ne pas oublier les chefs traditionnels et bien sûr les chefs religieux, et je ne saurais manquer de saluer la presse, que je salue cordialement et remercie pour sa fidélité à nous accompagner. Et tous mes vœux, tous mes encouragements, tous mes saluts vont à vous, militants de l'URD, chers congressistes. Ce congrès, nous l'aurions voulu grandiose, bien sûr à notre mesure, mais nous aurions aimé vous présenter au moins 1500 congressistes. La pandémie nous impose de lourdes restrictions de personnes et j'utilise cette tribune pour solliciter la compréhension et l'indulgence de nos militants d'Abidjan et de l'intérieur. Nous sommes des gens responsables, soucieux de ce qu'un rassemblement, fût-il politique, ne se transforme pas en un foyer de propagation du Covid-19 préjudiciable à la communauté. Chers amis congressistes, malgré les vicissitudes que notre parti a connues, ce qui explique que notre premier congrès ne se tienne que maintenant, on peut dire que le chemin parcouru depuis 2006. Nous avions fait un démarrage fulgurant et très prometteur, mais la crise de 2011 nous a fauchés en plein élan. Nous avons fortement trébuché, mais nous nous sommes relevés. Et nos troupes, sous la houlette du secrétaire général, M. Eouman Gilbert, du secrétaire général adjoint, M. Max-Henri Dié, tous nos fidèles compagnons ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour restructurer nos coordinations, réactiver nos sections et poursuivre l'implantation du parti. Un comité central a été élu, un bureau politique nommé, ainsi que les commissaires aux comptes, et vous m'avez fait l'honneur de me renouveler à la tête de l'URD. Ce congrès aura permis de tisser une nouvelle relation de confiance entre la direction et nos bases. Chers coordinateurs, chevilles ouvrières de notre parti, nous parlons maintenant le même langage, regardons dans la même direction et nous nous accordons sur les orientations à donner à l'URD. Je vous mets donc en mission pour qu'en rang serré, d'une manière disciplinée, vous alliez porter la voix du parti, une voix aussi petite peut-être, semble-t-elle, mais tout à fait audible. Ce n'est pas notre nombre, c'est notre détermination qui va nous permettre de relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. La Côte d'Ivoire, ça l'a été dit depuis tout à l'heure, on l'a dit souvent, la Côte d'Ivoire va mal. C'est pourquoi, en toute simplicité, mais avec solennité, je réponds à votre sollicitation et je me déclare candidate à l'élection présidentielle de 2020. Je défendrai avec fierté les couleurs de l'URD. Je ne saurais me dérober face à ce nouveau combat justifié, noble, même s'il est difficile à remporter.
Vous pouvez compter, chers congressistes, sur moi, sur ma volonté et ma fermeté à faire partager la vision de notre parti. Notre langage est modéré, mais ce serait une erreur de croire que la modération peut être un signe de faiblesse de nos convictions. J'espère que vous avez pris conscience que vous me propulsez dans la cour des grands, où j'apparais vraiment comme un petit poussé. C'est donc avec beaucoup d'humilité que j'aborde ce tournant essentiel de ma vie. Je porte toutefois dans mon cœur qu'il ne faut jamais mépriser les faibles commencements, car rien de grand, nous dit la Bible, n'a jamais eu de grand début. Ma candidature signifie. Mais je salue le changement de mentalité de notre société, de nos populations rurales, qui acceptent aujourd'hui avec enthousiasme l'idée d'une candidature féminine. Certes, je ne suis pas la première femme à me présenter, et je tiens ici à saluer mes devancières qui, elles, n'ont pas bénéficié de cet a priori, à savoir que les hommes ayant échoué, il faut passer le flambeau aux femmes. Pour ma part, je dirais les choses différemment. La question que je me pose est celle-ci. Ai-je les aptitudes pour avoir la prétention de diriger ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire, en ayant conscience qu'en tant que femme, je vais devoir démontrer doublement mes capacités. Je crois sincèrement qu'une femme est plus apte à réconcilier, à donner vie à une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de tolérance, de solidarité et d'amitié retrouvée. Et je dirais à mes sœurs, à mes filles, à mes petites filles, celles qui sont les premières victimes des déguerpissements intempestifs, celles qui sont frappées par une paupérisation excessive, l'analphabétisme, la vie trop chère, des soins défaillants, je leur promets l'amélioration de leurs conditions de vie et une tolérance zéro aux grossesses en milieu scolaire et une lutte beaucoup plus active à l'endroit des mutilations génitales dont le taux de prévalence n'a guère varié depuis 1998 malgré la loi qui condamne ces pratiques. Qu'ai-je d'autre à offrir à mes concitoyens en tant que postulante à diriger mon pays? Mon expérience, ma fermeté, de la résilience et un certain courage, car maintenant, il est devenu périlleux de faire la politique en Côte d'Ivoire. J'ajouterai à cela que mes compatriotes réclament de plus en plus de leurs dirigeants de la probité, de la rigueur dans la gestion des affaires publiques. La corruption doit être traquée. Le manque de transparence dans l'attribution des marchés publics ne doit plus être toléré. Mais ces remises en ordre dans l'administration ne doivent pas se transformer en chasse aux sorcières. Le régionalisme et l'appartenance ethnique doivent s'effacer devant la compétence et l'intégrité. Chers amis, chers congressistes, honorables invités, oui, j'ai une vision et un programme pour mon pays et notre société. J'ai même un idéal qui passe par le retour à nos valeurs essentielles. Aujourd'hui, et c'est regrettable, l'argent domine toute notre société. Et l'alternance au pouvoir est inconcevable dans l'esprit de certains, parce que cela signifie la fin des privilèges, des prérogatives, des prébendes. Le gâteau ou le restaurant, qui pour moi sont des mots horribles, eh bien, passant dans d'autres mains, disent-ils, il n'y aurait plus la possibilité de manger. Quelle tristesse de réduire la politique à des convulsions stomacales d'une amplitude. Je disais donc, quelle tristesse de réduire la politique à des convulsions stomacales
d'amplitude plus ou moins grande selon le niveau de boulimie des heureux bénéficiaires. Notre devise s'appuie sur le travail et la valeur que l'on donne à ce mot. L'école est faite pour qu'on y apprenne le goût du travail, qu'on s'y instruise. L'université est le temple du savoir et non pas l'exutoire de passions politiques exacerbées. Pour cela, il faut mettre nos enfants dans de bonnes conditions. Réduire inexorablement le nombre des élèves par classe à 40 au lieu des 120 aujourd'hui. Effacer de nos mémoires le spectacle désolant d'élèves assis par terre par manque de table-banc et d'étudiants qui squattent le campus et plus particulièrement les amphithéâtres parce qu'ils n'ont nulle part où aller et où dormir. Comment expliquer qu'aucune université dans notre pays n'ait terminé l'année académique 2018-2019? Et la seule réponse gouvernementale est de proposer que cette année soit rattrapée en 3 mois par un travail en ligne pour pouvoir commencer l'année 2020-2021 au mois de janvier. Dans quel pays a-t-on vu un tel laisser-aller? On ne triche pas avec le travail, avec la recherche de l'excellence. On ne triche pas non plus avec la discipline. Nous en connaissons les conséquences. Pléthore d'accidents de la route, incivisme, remise en cause à tous les niveaux de l'autorité de l'État. On brûle les commissariats de police, les mairies, on assiège les sous-préfectures où l'on se fait justice soi-même. Quant à l'unité nationale, elle est le socle d'où émerge une nation. Elle est ce ciment commun qui fait de nous des citoyens de la Côte d'Ivoire. En 1961, la nation ivoirienne n'était qu'une vue de l'esprit. Il a fallu bâtir une identité autour de ce qui n'était alors qu'un concept. C'est une œuvre de longue haleine, un ouvrage délicat dans un pays aux 60 ethnies où la géopolitique est un gage d'équilibre. Mais la politique de rattrapage a tout fait voler en éclats. Sous le fallacieux prétexte que pendant des décennies, le Nord a été exclu de l'administration publique et des sociétés d'État, le régime actuel recrute et nomme au nom d'un nouvel équilibre discriminatoire et anticonstitutionnel. Le mérite et la compétence sont abandonnés au bénéfice d'une simple appartenance ethnique commune, ce qui ne fait qu'accentuer les divisions, les rancœurs et les fractures. Il n'est que de se référer aux concours et aux examens, dont le dernier en date, celui de l'ENS, est le prototype d'une politique dangereuse et condamnable. Chers congressistes, vous m'avez appelé au chevet de notre pays qui ne se porte pas bien. Je ne vais pas ici dérouler le projet de société de l'URD, mais permettez-moi tout de même, après avoir décortiqué les fondamentaux, d'esquisser certains axes que nous aimerions creuser. Notre justice est malade et nous a habitués à des abus d'autorité, des arrestations arbitraires et aux intimidations à l'égard des opposants. Et la justice des vainqueurs a cautionné l'acharnement sur un seul camp. Le renouveau de notre nation passe par le respect des droits humains, la lutte contre les mauvais traitements et contre les cas de torture dans les lieux de détention. Nous devons lui donner les moyens d'une justice indépendante, équitable et efficace. Pour cicatriser les plaies encore béantes de la crise électorale de 2010, mon parti propose que nous inventions notre propre forme de justice transitionnelle. Toutes les victimes, je dis bien toutes les victimes, ont droit à la justice, à la vérité et à la réparation. L'état de délabrement de l'éducation nous amène à nous rallier
à l'idée de la tenue d'états généraux de l'éducation pour remettre à niveau un savoir d'évaluer, revaloriser nos diplômes et introduire dans nos programmes des connaissances citoyennes et républicaines largement ignorées des jeunes générations. Face à l'immense gaspillage auquel nous assistons, pourquoi ne pas envisager la gratuité des manuels scolaires dans le primaire? Cette mesure profiterait aux filles souvent victimes de discrimination, de sélection dans les familles qui n'ont pas les moyens de scolariser tous leurs enfants. Nous voulons aussi revaloriser l'enseignement technique et professionnel, en faire une filière d'excellence, en le détachant de l'enseignement général. Nos villes ont besoin d'ouvriers spécialisés, de techniciens qualifiés, de bons maçons, de plombiers efficaces, de maintenanciers électroniques. Le champ d'application est vaste. Rappelez-vous, le candidat Alassane Ouattara avait promis en 2010 2 millions d'emplois. En fait, c'est nous qui avions mal compris. Il ne s'agissait que d'un potentiel d'emploi qui pouvait être transformé éventuellement en emplois effectifs. Eh bien, pour nous, les jeunes ont des droits et nous allons chercher à les satisfaire en leur facilitant l'accès à la formation, l'accès aux services financiers. Il serait d'autre part temps que soient créées les conditions d'une économie d'exportation, je crois que ça a été dit dans les résolutions, d'une économie d'exportation de produits bruts vers une transformation de nos matières premières en privilégiant les entreprises locales, ce qui serait créateur d'emplois. Les jeunes sont pleins d'énergie. Il faut donc orienter et savoir utiliser cette dynamique. Le bénévolat est certes étranger à nos mentalités, mais il me semble qu'il ne faut pas avoir peur d'innover. La solidarité doit s'exprimer dans des mouvements associatifs agréés qui pourraient recevoir des subventions pour se mettre quelques heures par semaine au service des plus démunis. Il faut recréer ce lien qui nous fait tant défaut aujourd'hui. Je ne pourrais terminer cette énumération, qui est loin d'être exhaustive, sans évoquer la santé de nos concitoyens. Les Ivoiriens, même les dirigeants, ils nous le démontrent chaque jour, n'ont aucune confiance dans le système de santé. Et aujourd'hui, les hôpitaux ne sont très peu fréquentés, malgré la pandémie. La population préfère les soins traditionnels plutôt que de risquer d'attraper la Covid, comme vous voulez, dans les centres hospitaliers. Malgré des annonces triomphantes, nos plateaux techniques ne sont pas aux normes. Il faut donc rendre cohérente la politique sanitaire en commençant par regrouper sous la seule tutelle de la santé tous les établissements sanitaires dispersés, à part l'HMA, l'hôpital militaire d'Abidjan, qui se gère très bien tout seul. D'autre part, l'analyse des raisons de la démotivation des personnels de santé nous permettra aussi de définir une meilleure gestion des ressources humaines. La couverture de maladies universelles telle qu'appliquée actuellement ne donne pas satisfaction aux usagers. Il faut donc réétudier un programme de protection sociale qui prenne en compte les personnes vulnérables. N'oublions pas qu'à partir du moment où les populations payent des cotisations, elles sont en droit d'exiger des soins de qualité et un accueil correct de la part des soignants. Les chantiers sont nombreux et je ne peux pas les énumérer tous. Tous les maux qui minent le pays ne peuvent pas être évoqués ici. J'aurais aimé vous parler de l'immigration, de la nationalité, du foncier, de l'armée, de la sécurité, des médias, de la liberté d'expression. Nos problèmes sont multiples et profonds. Il nous faut donc procéder avec méthode. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'heure est au changement
et que l'URD ne doit pas manquer ce rendez-vous historique. Je tiens à dire, aucun esprit de revanche ou de vengeance ne nous anime. Je n'y vois pour ma part qu'une absence de vision politique ou un manque de confiance, ou encore l'expression de ses propres turpitudes qui font craindre que l'adversaire utilise les mêmes méthodes. Chers congressistes, il nous faut ressusciter la Côte d'Ivoire, remettre la locomotive sous-régionale sur les rails. Alors je relève le défi. Moi, Akissi Daniel Boni, Clavry. Allez partout, allez partout. Touchez le cœur de nos compatriotes. Semez la bonne parole. Dites que Clavry arrive. Donc au soir du 31 octobre, ce soit l'opposition triomphante qui noue un nouveau pacte social avec un peuple enfin libéré. Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis Sylvain Dubaï, le site d'information Connexion Ivoirienne. Alors madame, votre discours est assez dense, il y a eu sa retenue, de sorte que on peut tout y avoir comme commentaire, comme... Mais il me plaît ici de vous demander, parce que pour vous avoir suivi ces dernières années, vous militiez très souvent pour une traduction en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les conditions actuelles sont optimales, sont normales, disons, au point qu'il s'agit d'une élection de 31 octobre? On peut vous déclarer candidat. Ou alors, c'est au cas où l'élection a lieu, est-ce que c'est ça? Transition versus élection. Une autre question? Bonjour Madame la Présidente, je suis Amani Jacques de PDCI TV. Félicitations tout d'abord, avant de commencer, pour votre candidature aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Je voudrais savoir, en tant que candidate, quels sont vos rapports avec la CDRP? Très bien, si vous ne trouvez pas l'inconvénient, on va répondre à ces deux questions et puis l'appétit venant en mangeant, on prendra peut-être d'autres questions. Madame la Présidente. Bien. Nous, en tant qu'URD, nous avons bien sûr l'éventualité d'une transition. Nous n'appelons pas de tous nos voeux la transition, parce que la transition est un moment extraordinaire. C'est une situation particulière. Mais nous avons dit qu'il faut savoir envisager tous les schémas, et si nous continuons dans la même voie que nous empruntons actuellement, avec une liste électorale qui est tellement, pour nous, pleine de suspicions, que je vous rappelle que nous demandons actuellement qu'il y ait un audit de cette liste électorale. Donc, dans l'éventualité où les conditions que nous réclamons, les bonnes conditions pour avoir des élections apaisées ne sont pas remplies, nous disons qu'il faut que nous essayions de réfléchir à l'éventualité d'une transition. Ma candidature ne va pas nous empêcher de continuer à envisager plusieurs schémas, parce que justement, nous voulons avoir des plans A, des plans B pour ne pas nous laisser surprendre, parce qu'on a vu que quand on n'a pas de plan B, on peut se laisser surprendre et après c'est tout un pays qui peut sombrer. Alors donc, comprenez que nous ne sommes pas du tout en contradiction avec nos choix. La transition, nous continuons à y réfléchir parce que nous disons que le navire Côte d'Ivoire va mal
les élections et le processus électoral est mal enclenché. Tout à l'heure, je suis sûre que vous allez me poser des questions sur la CEI. Je vous y répondrai pour dire que dans notre lutte, nous engrangeons des victoires, mais la lutte n'est pas terminée. Alors nous avons, au niveau de notre parti, nous avons dit qu'il n'était pas du tout antinomique que nous puissions nous positionner en tant que candidate à l'élection présidentielle. Nous continuerons avec nos alliés que sont EDS et la CDRP, nous continuerons à nous battre pour essayer d'arracher ces conditions à un régime qui malheureusement se montre souvent incompétent. Et en même temps, nous disons que au cas où, vous vous rendiez compte, si nous ne sommes pas préparés, donc nous allons laisser les choses et nous allons dire, bon, ben on se met dans un seul choix, la transition, parce que nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. Et si les élections se tiennent à la date voulue, nous pourrions être comme cela, sans moyens, sans instruments pour pouvoir peser sur la politique. Donc comprenez que notre choix n'est pas du tout antinomique et que nous sommes et nous restons cohérents dans nos positions. Maintenant, mes rapports ou nos rapports avec la CDRP, excusez-moi, je suis tellement marquée par la CDVR que j'ai du mal à dire la CDRP. La CDRP. La CDRP, excusez-moi, vraiment. Nos relations sont excellentes avec la CDRP et elles continueront à l'être. Depuis maintenant des mois, nous travaillons aux côtés de cette coalition du président Conan Bédier et nous allons continuer parce que nous considérons que nous sommes un allié de la CDPR, de la même manière que nous sommes un partenaire de DS. Et je crois quand même que quand il y a un accord entre le FPI et le PDCI, eh bien, ça ne peut que renforcer les liens entre les deux groupes, les deux plateformes que sont la CDPR et EDS. Donc nos relations... Bon, vous corrigerez, s'il vous plaît, de vous-même, vous m'excusez. Bon. Donc vraiment, nos relations restent excellentes et nous continuerons à nous trouver aux côtés aussi bien de la CDRP que d'EDS. Nous continuerons notre combat commun que nous menons et la candidature de l'URD, comme je l'ai dit, c'est le petit poussé aux côtés de ce que certains ont appelé les dinosaures, mais que moi j'appelle les grands de la cour. Eh bien, nous n'avons pas, si vous voulez, nous n'avons pas de complexe de ce côté-là, mais nous pensons que nous pouvons donner un discours nouveau qui peut un peu donner une certaine dynamique. Et puis, nous resterons dans nos alliances. Et le deuxième tour nous verra réunis parce que vous avez bien entendu que j'ai terminé mon discours en disant que le 31 octobre, ce que nous souhaitons, c'est la victoire de l'opposition. Voilà, donc... On ne vous entend pas bien. Je vous ai reconnu, mais je veux dire, ce n'est pas... Votre micro ne marche pas bien. Je disais que je suis Ferdinand Bailly, du quotidien Le Temps. Est-ce que c'est parce que vous êtes un parti centriste que vous êtes à la fois partenaire de EDS et allié à CDRP? C'est ça? Merci. Écoutez, il faut bien se définir selon une idéologie. Mais je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, au contraire de la France, que le poids des idéologies pèse sur les partis. Il faut se donner une étiquette. Donc, rappelez-vous d'où nous venons. Nous venons du PDCI, qui est un parti qui se déclare de droite. J'ai des jeunes qui, eux, m'ont fait savoir qu'ils avaient vraiment des accointances de gauche.
À partir de là, avec mon pragmatisme qui me caractérise, je me suis dit, bon, nous n'avons pas d'autre voie que de choisir le centre. Vous savez, je pense qu'actuellement, et regardez ce qui est en train de se passer en France, M. Macron a voulu casser ces idéologies, puisqu'il a pris aussi bien pour gouverner des personnes de gauche comme de droite. Je ne crois plus beaucoup au poids des idéologies. Je suis persuadée qu'un parti de droite fait de la social-démocratie, il est obligé d'avoir des projets, de porter des projets sociaux. Donc, nous nous inscrivons dans cette voie, si vous voulez, officielle, mais nous sommes un parti qui se déclare libéral, nous sommes un parti modéré, nous ne voulons pas aller dans les extrêmes, et notre idéologie est une idéologie très ivoirienne, une idéologie de paix, de stabilité, mais aussi, ce qui n'est peut-être pas totalement de la droite, mais aussi de souveraineté. Nous nous sommes battus, nous avons souffert pour défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous nous inscrivons aussi dans ce schéma-là. Ne nous enfermez pas dans un cadre vraiment précis, mais nous avons surtout notre modération et nous savons très bien, à partir des convictions que nous défendons depuis très longtemps, nos partenaires, nos premiers partenaires ont été des gens de gauche, mais ça ne veut pas dire que nous faisons un déni de quoi que ce soit en nous alliant maintenant avec un parti de droite tel que le PDCI. Moi, je crois que ce qui est important à retenir, c'est que l'opposition, et vous nous en avez fait tellement le reproche pendant, il y a même de cela 1 an, vous nous faisiez le reproche pour dire l'opposition est émiettée, vous êtes faible parce que vous êtes émietté. Maintenant, nous avons quand même réussi petit à petit à coordonner ces grands groupes qui forment une opposition et que nous appelons, nous, l'opposition significative. Donc c'est ça qui est important. L'URD s'inscrit dans l'opposition significative et ne change pas de combat. Une autre question ici. Présentez-vous. Allô. Je suis Abel Dje de La Voix Originale. L'URD est candidate aux élections présidentielles. Vous l'avez dit, aux côtés des grands, PDCI, FPI. Est-ce que, quelle est la posture que l'URD adopte? Est-ce que l'URD, en allant à ces élections, pense vraiment remporter ces élections, ou bien l'URD se positionne en faiseur de roi? Merci. Je suis très flattée que vous puissiez... Oui, pour enchaîner, madame. Que vous puissiez nous voir éventuellement en faiseur de roi. Je souhaiterais que l'URD puisse déjà se positionner en faiseur de roi. Vous savez, nous sommes... Est-ce qu'on peut... Monsieur, vous pouvez vous pousser? J'aime bien parler à mon interlocuteur. Donc, je disais que nous n'avons pas la prétention d'être des faiseurs de roi. Mais, vous savez, moi je voudrais vous rassurer. D'abord, vous avez le mode de scrutin à 2 tours permet à des individualités, à des personnalités, à des jeunes partis comme nous, de se présenter. Donc il est bon que nous puissions nous exprimer, nous faire entendre, nous mesurer également. C'est une chose saine pour un parti. Et puis, nous irons de cette manière au premier tour. Mais notre voix, comme je l'ai dit, elle est déjà bien inscrite. Donc il est évident qu'au second tour, tous les jeux d'alliance vont jouer, vont se mettre en place, et puis que la victoire finale appartiendra à l'opposition. Et c'est ça notre but.
C'est ça la volonté que nous avons en comment dirais-je, en nous présentant. Moi, je voudrais peut-être mieux expliciter les raisons de notre candidature. Bien sûr, il y a ce mode de scrutin qui nous le permet. En plus de ça, nous estimons tout de même que nous avons la possibilité de pouvoir apporter quelque chose. Je n'ai pas envie de dire de nouveau, parce que, évidemment, faire la politique autrement, c'est tout de même un slogan un petit peu éculé. Mais nous pensons qu'il y a d'abord une opportunité qui s'offre. Tout à l'heure, dans mon discours, j'ai parlé de changement de mentalité qu'il faut saluer, parce que maintenant la société ivoirienne est tout à fait prête à accepter une candidature féminine. Bon, c'est une évolution, même si en 2020 ce n'est pas une femme présidente qui va être gagnée, mais je veux dire la voie est ouverte dans les mentalités, ça c'est extraordinaire. Et je pense que les femmes ont un rôle et nos candidatures, et moi je salue déjà les candidatures féminines qui sont en train de s'exprimer actuellement. Et dernièrement, je lisais l'interview dans un des journaux de la place d'une candidate qui se trouve encore à l'extérieur, mais qui a fait savoir qu'elle allait être candidate. Et je vous avoue que j'étais très agréablement surprise, parce que cette dame avait beaucoup de choses à me dire et à proposer. Donc j'estime que l'élection présidentielle doit permettre cette possibilité à des individualités de s'inscrire. Et il est évident qu'après, le deuxième tour fait le choix définitif des candidats maintenant qui vont s'allier avec les petites rivières, les ruisseaux, les fleuves, etc. Et à partir de là, la victoire que nous voulons, eh bien, nous serons un des maillons qui auront permis de la consolider. Oui, question, madame. Dans ce vote du... S'il vous plaît, vous pouvez venir là parce que je ne vous vois pas avec le... C'est tellement fort, ça. Ok, merci. C'est encore Sylvain de Bailly, Connexion Ivoirienne. Ok. Je voudrais dire que pour l'élection du 31 octobre, il y a un nouveau système qui a été introduit, le parrainage. Alors, tout à l'heure, quand M. Eouma présentait votre parti, il a dit que ce parti, qui est né depuis 2006, était présent dans 15 régions. 20 régions de la Côte d'Ivoire. Ok. Et il y a le parrainage qui arrive, qui dit qu'il faut se faire parrainer dans 17 régions du pays. Sur les 33 que compte le pays, que compte la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes rassuré que à un mois pratiquement de la clôture, vous pourrez avoir vos parrains? Deuxièmement, quelle est votre réflexion quand vous voyez à l'élection de 2020 les grands dinosaures de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo d'un côté, Ali Konan Bédié et Alassane Ouattara, presque, qui se positionnent, alors que certains auraient voulu une transition générationnelle? On dirait que ça n'est pas en train d'arriver. Quelle est votre réflexion personnelle? Est-ce que vous êtes cette nouvelle génération? Merci. Merci beaucoup de vos questions, parce qu'elles nous permettent d'aborder cette question du parrainage. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un élément qui a fait partie du dialogue politique. Et lorsqu'on nous a présenté le schéma de ce parrainage, vous savez que nous avons réagi et que nous l'avons vraiment pas... S'il vous plaît, restez, j'aime bien, voilà. Nous n'avons pas accepté. Malheureusement, on ne nous a pas laissé le temps de discuter, puisque juste après, le dialogue politique a été interrompu unilatéralement. Mais nous nous étions insurgés. D'abord, nous pensons que ce parrainage change totalement et introduit de nouveaux usages. À quelques mois à peine d'un scrutin, introduire ce genre de réforme qui bouleverse les habitudes et les mentalités, il aurait fallu d'abord le faire beaucoup plus tôt, parce que cela exigeait que l'on fasse de la sensibilisation, j'ai presque envie de dire de la formation. Vous avez vu comme c'est compliqué ce qu'on nous demande.
de remplir. Et puis vous avez également constaté qu'on est obligé de mettre les noms des électeurs. On leur demande presque de remettre les noms de leur père et mère. Où est le secret du vote là-dedans? Parce qu'ils ne sont pas des élus, ce sont des électeurs. Donc, nous estimons que vraiment ça a été fait dans la précipitation, et cette précipitation, à nos yeux, est suspecte. Elle est extrêmement suspecte. C'est pour ça que, vraiment, nous n'avons pas donné notre accord. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés, nous nous soumettons. Alors, évidemment, peut-être que les grands partis, eux, vont pouvoir répondre à ces exigences de 17 régions et districts. Nous allons y arriver. Ça ne va pas être facile, surtout en un mois. Mais nous avons décidé que, comme nous étions tout de même présents dans une vingtaine de régions, eh bien, nous allons tenter. Nous ne voulons pas nous laisser intimider, mais nous allons dénoncer également tous les freins qui inévitablement vont se poser devant quelque chose qui est nouveau pour tout le monde. Et c'est tellement nouveau pour tout le monde que même les techniciens de la commission électorale, les conseillers qui sont des techniciens donc électoraux, eux-mêmes sont dépassés et ne maîtrisent pas ce parrainage. Donc c'est venu, si vous voulez, d'une manière très abrupte, et je pense que la manière dont ça a été monté, dont ce dossier a été monté, est vraiment fait pour gêner le maximum et éliminer le maximum de candidats. C'est de la même manière que, là, heureusement qu'on nous a entendus, parce que pour la caution, rappelez-vous que le RHDP demandait 250 millions de caution. Et là, nous avons vraiment donné de la voix pour dire que ça n'était pas possible. On ne peut pas mettre tout uniquement ou qualifier quelqu'un uniquement parce qu'il aurait un compte en banque fourni et on ne sait même pas comment ce compte en banque aurait pu être fourni. Donc là où nous nous sommes battus, mais vous voyez, il y a une espèce de catégorisation que le gouvernement fait des Ivoiriens et ça, c'est très dommage. Alors, c'est disons, un pari difficile, mais notre présence dans 20 régions nous dit que nous allons tenter de répondre aux exigences exorbitantes de ce parrainage que vraiment nous trouvons anormal. Mais comme il nous est imposé, donc nous sommes bien obligés de passer par là. Moi, je comprends très bien votre question. Et elle se pose à de très nombreux Ivoiriens, parce que tout de même, la Côte d'Ivoire est à 70% composée de jeunes. Donc, il nous semble tout à fait normal à l'URD que la jeunesse ait envie peut-être de trouver de nouvelles personnes. Et si nous sommes à nouveau dans ce schéma d'un triumvirat qui peut être aussi ouvert à un quatuor, avec éventuellement la présence de Guillaume Soro. Nous allons nous retrouver exactement dans le même schéma que nous avons connu. Pour répondre à votre question, je dirais que nous sommes dans une situation non pas exceptionnelle, hein, ça je refuse le terme exceptionnel, mais nous sommes dans une situation particulière. Vous avez un PDCI qui, ne l'oublions pas, a tout de même été très fragilisé par les défections en cascade qu'il a connues de ses cadres vers le RHDP. Il a donc fallu toute l'autorité, le côté solide et inébranlable d'Henri Konan Bédier pour empêcher que le PDCI n'implose. Et aujourd'hui, l'unité du PDCI est incarnée par le président du parti. Je ne cherche pas à justifier la candidature du président du PDCI-RDA, j'essaye moi de l'analyser. Et c'est comme ça que je comprends que le parti ait choisi de désigner Henri Konan Bédier parce que c'était le seul moyen de pouvoir garder le PDCI uni autour de sa personne. Maintenant, prenons le FPI. Pour le FPI,
il est évident que le candidat naturel ne peut être que Laurent Gbagbo. Et le FPI est dans son rôle quand le secrétariat général et puis très bientôt, je pense, le comité central vont demander que Laurent Gbagbo accepte d'être leur candidat. Là aussi, je veux dire, c'est un schéma particulier qui fait que nous aurons, nous l'espérons même, la présence comment dirais-je, du président. Alors donc, il faut comprendre que les nouvelles générations ont raison d'être impatientes, mais elles vont avoir maintenant les 5 prochaines années, d'abord pour se faire reconnaître de leurs instances en interne dans leur parti, et puis elles vont avoir maintenant l'obligation non plus de rester ou à l'extérieur ou de rester peut-être un peu trop dans des bureaux. Il va falloir maintenant que cette nouvelle génération aille sur le terrain se faire connaître de la population. Et là, je suis convaincue que dans 5 ans, vous aurez, vous les jeunes, une nouvelle classe politique entièrement renouvelée. Mais acceptez que dans ces moments difficiles que nous traversons, ce soit encore l'ancienne génération qui puisse tenir les rênes de ce pays. On veut vous éviter les grandes difficultés et quand maintenant, dans 5 ans, les choses auront été remises sur les rails, à ce moment-là, c'est vous qui devrez nous démontrer que vraiment on ne s'est pas trompé. Merci. Mesdames et messieurs, devrions nous arrêter après ces propos prophétiques. Les jeunes sont rassurés, tout le monde est rassuré. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous n'en avez pas, alors, madame, nous allons libérer les journalistes et oui, la mission. Et vraiment, merci. Merci. Le mot est simple, mais vraiment, merci de votre fidélité. Merci d'être resté. Merci de nous accompagner. Je ne fais pas appel du tout à votre complaisance, parce que je sais que vous n'êtes pas complaisant, je n'aime pas la complaisance, mais je sais aussi que vous êtes des personnes qui savez donner écho à tout ce que nous faisons et à tout ce que nous disons, et je vous en dis un très grand merci. Merci de votre présence, et puis maintenant, bon week-end. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.